Il paraîtrait que dans Shortbus, les scènes de sexe ne sont pas simulées. J'ai même entendu dire que son actrice principale a été virée d'une station de radio pour avoir joué dans le film. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 74 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Dans cet épisode, on parle d'un film de 2006 qui fait le Festival de Cannes en même temps qu'il provoque un scandale pour ses nombreuses scènes de sexe non simulées. On vous parle du deuxième film de John Cameron Mitchell, Shortbus. Le sujet que je vais aborder pour cette chronique pourrait faire l'objet d'un TED Talk de 2 heures. TED Conférence, si j'avais vous écouter, je suis tout à vous. Comment filmer la sexualité au cinéma ? Je vais rester sur les saintes terres du cinéma américain pour tenter d'introduire le film d'aujourd'hui, Shortbus, qui colle une patate de forain à pas mal de cinéastes sur la mise en scène de la sexualité de manière non pornographique. On remonte aux origines. Le code ACE, le fameux texte que devait respecter l'industrie cinématographique américaine pour la bonne diffusion de leurs films. Une liste de do et de don't effective entre 1934 et 1966, dont la sexualité est un des principaux points de guerre. Quelques petits extraits. L'importance de l'institution du mariage et l'importance de la famille sont primordiales aux yeux des rédacteurs du code ACE, pour qui les films ne doivent pas suggérer que la promiscuité sexuelle est quelque chose de normal ou d'habituel. De manière générale, la passion doit être traitée de sorte que ces scènes restent au-dessus de la ceinture et la présentation de rapports sexuels interraciaux est interdite. Du coup, pendant cette période, les réalisateurs, parce que oui, il n'y avait quasi que des hommes, devaient redoubler d'ingéniosité et de métaphores visuelles pour représenter l'acte sexuel. L'une des plus connues reste la scène d'un train qui rentre dans un tunnel dans le film La mort aux trousses d'Hitchcock en 1959. J'ai pas le temps de tout citer, on fait un bond dans le temps, direction les années 70, où le porno chic naît et atteint son âge d'or. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à notre épisode sur Gorge profonde. On filme le vice, la dépravation, le sexe, des queues, des chattes, dans une industrie artistique qui plongera très vite dans le porno à jouir, en délaissant une mise en scène parfois grandiose et ambitieuse. Dans les tentatives de parler librement et avec humour de sexualité, on peut évoquer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe de Woody Allen en 1972, qui reste tout de même assez léger. On continue notre course dans les années 80-90, où le cinéma hollywoodien devient une industrie à blockbuster et où le rating mène la vie dure à toute forme de violence pour les films d'horreur et surtout à la sexualité qui n'est que très peu montrée. En revanche, le sexe devient artistique au cinéma, avec une nouvelle idée, rendre le sexe érotique, mystique, caché, secret, faire de l'invisible un objet de fantasme. On peut citer en tête de file Basic Instinct en 1992 de Paul Verhoeven, qui récidivera avec le polémique Showgirls en 1995, où il n'a pas assez caché la sexualité, ou encore un petit peu plus tard, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en 1999. Tout ne reste qu'érotique sulfureux, le cinéma invente sa propre sexualité, là où le porno plonge dans le soi-disant vulgaire en montrant l'acte dans son entièreté. N'oublions cependant pas que la pornographie est aussi un cinéma, avec ses mises en scène, ses codes et sa manière propre de voir la sexualité. Alors c'est quoi le vrai sexe au cinéma ? J'avais expliqué dans une précédente chronique que la présence d'une caméra bouleversera toujours notre manière d'agir, et je pense profondément de faire l'amour. Alors comment filmer l'intime, le vrai ? Certains ont livré une illusion d'intime, à l'instar de La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche en 2013, qui est lourdement questionnable, ou encore Love de Gaspard Noé en 2015, et d'autres de manière plus extrême, comme par exemple Nymphomaniac de Lars von Trier en 2014. Viennent dans cette même période, année 2010, les romances sulfureuses qui se vendent comme des petits scandales sans vraiment l'être, et on adresse un coucou de très loin aux sagas des 50 Shades of Grey, des After, ou encore des 365 jours. Tous les films que j'ai cités ont néanmoins un point commun. Quasi aucun ne contient de sexe, et par là je veux dire de vrais actes sexuels non simulés. Si certains ont fait appel à des doubleurs pour pousser un peu plus l'expérience, comment dans ce cas défendre un film qui pourrait être marketé de pornographique ? Pourtant, Shortbus l'a fait. Est-ce pornographique ? Est-ce moralement discutable ? Est-ce qu'il montre enfin un vrai intime, où le sexe peut être synonyme de mal-être et non uniquement de passion ? Est-ce un bon représentant des sexualités dans tous ces genres ?
on va essayer d'en juger dans cette émission, mais préparez-vous à une avalanche de cul, de kink, d'autosfellation, de BDSM, d'éjaculation, d'orgasme, et tout ça réuni dans un film qui n'est pas target pornographique. C'est quand même beau. Dites-moi, en quoi avez-vous péché? Je suis sûr que ce n'est rien de bien grave. Comment vous le sauriez? En tout cas, je suis sûr que vous avez fait de votre mieux. Mais imaginez que vous ayez grandi ici à New York, comme moi. Au fond, c'est parfois chez soi qu'on est le moins pardonné. C'est vrai, tout le monde a dit que je n'avais pas assez fait pour aider à prévenir la crise du sida, parce que je voulais cacher mon homosexualité. Ce n'est pas vrai. J'ai fait au mieux, je le jure. J'étais terrifié. Et imperméable. Tout le monde en savait si peu en ce temps-là. Et j'en sais encore moins aujourd'hui. Avant de se lancer dans le récapitulatif du film Short Bus et d'en discuter un petit peu plus en profondeur, Mina, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce film? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Alors pas du tout, j'en avais très peu entendu parler, déjà parce qu'à l'époque où il est sorti, j'avais 13 ans, donc j'étais assez jeune et c'était pas forcément, j'étais pas tout à fait la cible de ce genre de film. Par contre, c'est vrai que sur le temps, j'aurais pu m'y intéresser un peu plus, mais j'en ai très peu entendu parler. Mais le fait qu'il était peu accessible à la location, à la télévision, et même il faisait pas vraiment objet de rediffusion au cinéma. Donc je suis vraiment passée à côté. C'est la première fois que je m'y intéresse pleinement, c'est la première fois que je le vois. Et très honnêtement, ça a été un plaisir de faire cette émission et de regarder ce film. Et toi, Jade, est-ce que tu connaissais ou tu avais déjà vu Short Bus avant ? Oui, je connaissais Short Bus pour la simple raison que j'avais vu le DVD chez quelqu'un. Je ne peux plus me souvenir d'où, mais c'est quelqu'un chez qui j'avais fait un séjour. Et je me souviens qu'il avait ce DVD, et que tu sais, la jaquette, en tout cas du DVD, c'était une sorte de jaquette blanche avec la représentation en mode arty, un peu lean, de gens qui font l'amour. Enfin, ça se voit qu'il y a un acte sexuel. Et même si j'étais jeune, je pense que je devais avoir 10-13 ans à peu près comme toi, moi j'étais pas con quoi, j'étais en mode « Oh mon Dieu, ça parle de sexe !» Donc du coup, j'ai toujours connu entre guillemets ce film, je savais que ça parlait de sexe, mais je m'y suis jamais intéressée, je l'ai jamais vu, comme tu dis, il est assez inaccessible, et quand tu veux regarder des films qui parlent de sexe, comme je disais dans ma chronique, tu vas plus aller sur du sulfureux hollywoodien, on va pas te recommander Short Bus qui est beaucoup plus, je pense, camp dans sa manière de voir les choses, qui est beaucoup plus engagé, qui est beaucoup plus dans la représentation des genres, donc je pense que quand tu t'intéresses au cinéma, je veux dire grossièrement, érotique des années 2000, c'est vraiment pas le film qu'on va te mettre en avant. Je suis jamais tombée dessus, j'ai dû passer par un site de streaming illégal pour le regarder, mais j'étais très surprise, tiens, petit paradoxe. Est-ce que toi tu l'as vu en VF ou en VO ? Je l'ai vu en VO sur un site pornographique. Voilà, j'ai cherché... Sur un site porno ? Oui, il est disponible en entier sur plusieurs sites pornographiques en langue originale. Tu l'as regardé où ? En VO, moi sur des sites de streaming, j'ai mes petits sites pour regarder des films parce que j'en ai marre de payer des abonnements, je sais pas tous les films qui me disent tiens paye l'abonnement mais paye encore plus si tu veux voir le film. Donc non, je l'ai regardé, j'ai des sites de streaming et je l'ai regardé sur un site lambda où je peux retrouver plein de films, etc. Mais j'avais vu qu'en VF, il y a Dorothée Pousseau qui double. Incroyable. Oui, donc Dorothée Pousseau, je pense que c'est l'une des voix que vous devez le plus connaître au cinéma. C'est une comédienne de doublage qui est très connue pour avoir une voix un petit peu fun et un peu Jones, tu vois. Par exemple, c'est elle qui fait les Harley Quinn. Les mondes de Ralph. Ouais, les mondes de Ralph, Vanellope, c'est elle qui les double. Voilà, elle est dans beaucoup de jeux vidéo, elle est dans Overwatch, elle est un petit peu partout. Donc je pense que vous l'avez toujours entendue d'une manière ou d'une autre. Et elle double un personnage. Je trouve ça assez incroyable que la comédienne de doublage la plus bankable de France est doublée dans ce film. Et tout ça pour dire, avant de récapituler un petit peu le film. Petite intro, c'est le second film de John Cameron Mitchell qui a été diffusé en 2006 avec une avant-première au Festival de Cannes d'une durée de 101 minutes, donc 1h40 de film grosso merdo. C'est produit par Fortissimo Film et Q Television pour un budget de 2 millions de dollars. Le film a été interdit en France aux moins de 16 ans. Et au niveau des acteurs, on a Soo Kin Lee, Paul Dawson, Lindsay Beamish et P.J. The Boy.
Pour résumer un petit peu le film grossièrement, si vous ne l'avez pas vu comme d'habitude, vous pouvez quitter cette émission, aller le voir et nous réécouter derrière. Mais grossièrement, on va suivre la trajectoire de plusieurs personnages, couples, célibataires, hétérosexuels, homosexuels, qui vont se croiser d'une manière ou d'une autre en ayant des questions sur leur propre intimité, leur rapport au sexe, mais surtout leur rapport aux sentiments, aux relations de couple et à leur mal-être. Je pense que c'est un peu la meilleure manière de le résumer, sans trop en dire entre guillemets. Alors le film aussi, tout va se passer à New York et le générique nous fait une petite reconstitution de New York en animation, qui est d'ailleurs très jolie et qui va revenir un petit peu au fur et à mesure du film. Donc on va en fait se balader dans New York et rentrer dans les fenêtres des personnages principaux du film. On va d'abord commencer par James, qu'on rencontre dans sa baignoire, nu, en train de se filmer. Enfin, c'est très brutal, disons que c'est très direct, c'est vraiment l'un des premiers plans, c'est donc un mec qui se filme en train de pisser dans son bain et de jouer avec son pénis. Jusque-là, rien de sexuel, mis à part le fait qu'en fait on voit un pénis en gros plan. Mais on va le voir ensuite continuer de se filmer. Et en fait, il va y avoir un montage parallèle dès le début pour nous présenter tous ces personnages principaux. Donc d'abord James, ensuite on a Sophia et Rob, qui est un couple hétéro, qu'on va voir tout de suite en train de faire l'amour de manière assez vive, sur différents endroits de leur maison, sur un piano, avec une séance de cunnilingus. On va avoir des tétons, donc on est vraiment sur de la nudité full dès le début. Ils enchaînent les positions assez sportives, on voit aussi des scènes de pénétration. Et le dernier personnage, ça va être Séverine, qui est une dominatrice qu'on rencontre dans un appartement avec un gars qui l'a payé pour jouer les dominatrices. Donc on découvre l'appart, on voit plein de sextoys, elle joue avec, et ils ont 1 heure, et elle va fouetter donc le gars pendant 1 heure. Tout ceci se fait dans un montage parallèle et se termine par l'orgasme d'à peu près tous les personnages en fait, dont James effectivement, qui continue de se filmer à un moment, qui va en fait se positionner de manière à balancer ses jambes en arrière pour essayer de s'auto-sucer. Et c'est vraiment un moment qui dure très longtemps, donc tout ça entrecoupé d'autres plans des autres personnages, jusqu'à le moment ultime où il arrive à se toucher la bite avec la bouche. Et donc on va le voir éjaculer. Donc on est quand même averti, les 5 premières minutes, on a une éjaculation en gros plan, on voit tout en fait, enfin on voit tout. Ça va être un peu bizarre, je ne sais pas comment tu le dirais Jade, parce que c'est très explicite. En même temps, on n'est pas non plus sur des gros plans sur les pénétrations, par exemple. On n'essaie pas de cacher les corps. Non mais en fait, je trouve que cette introduction, elle est très maligne. Alors sachez que cette introduction, je pense que ce sera le moment où vous allez avoir le plus de sexe, parce que je trouve que même les scènes d'orgie qu'on aura plus tard, elles sont pas aussi, entre guillemets, explicites. Je trouve que c'est la partie, je vais mettre des guillemets, la plus hard. Peut-être c'est très important de le dire dès maintenant, le réalisateur est gay. Et je trouve que dans sa manière de filmer, ça se ressent. En fait, quand j'ai vu le film et que je me suis informée sur le réalisateur, je fais « Oh, mais c'est pour ça que c'est pas filmé comme un gros beauf !» Dans le sens où on va pas érotiser, en fait, tout ce qui se passe à l'écran. C'est juste, on pose sa caméra et il se passe des trucs. Et vraiment, on n'est pas dans des acteurs qui sont là pour émoustiller. C'est pas du porno où l'acteur a conscience de la caméra. On est vraiment dans un récit de l'intime. Et du coup, ça reste très privé en fait. Je trouve que t'as vraiment cette sensation d'être dans une chambre et de voir des gens faire des choses et que c'est filmé brut de décoffrage, sans paillettes, sans genre la caméra parcourbe la courbe de ses fesses pour remonter jusqu'à ses seins. Tu vois, t'as pas ce genre de truc, t'as pas ce male gaze. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, comme le récit va être axé autour de plein de problèmes sentimentaux, personnels et sexuels des personnages, bah en fait ça t'introduit absolument tout. Pour moi, toute la narration commence par ces scènes de sexe qui introduisent absolument tout le récit. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est les problématiques des personnages. Et c'est trop intéressant. Sophia, qui fait partie du couple hétérosexuel, qui n'arrive pas à avoir d'orgasme, et en fait, tu vois tout de suite le problème quand tu vois la scène de sexe. C'est ça qui est super intéressant. C'est que la sexualité reflète, en fait, en 5 minutes, tout le mal-être des personnages qui va être au cœur du récit. C'est super intelligent, je trouve. Surtout que cette sexualité, enfin en tout cas, elle représente vraiment le couple hétéro et qui enchaîne des positions un petit peu même absurdes en fait. On est vraiment sur un couple qui essaie entre guillemets de reproduire des positions sexuelles qu'on voit dans les films porno. Et justement, ça se termine donc une fois qu'il y a eu le soi-disant orgasme. Sophia va s'adresser à son mec en le remerciant, en étant un petit peu gnangnan sur les bords. On découvre en fait qu'elle est donc thérapeute de couple et elle raconte qu'elle a rencontré une patiente qui lui explique qu'elle a simulé toute sa vie auprès de son mec. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que Sophia, en fait, cette patiente, c'est elle, et elle est en train d'essayer de faire comprendre à son mec qu'elle n'a jamais eu d'orgasme. Elle essaie de voir si son mec comprend, comment il réagit à ça, mais il a l'air un petit peu à côté de la plaque. Mais il est complètement con, il s'appelle Rob, parce qu'il y en a dans le récit, mais Rob, alors je suis désolée, le personnage s'appelle Sophia, je la trouve magnifique, l'actrice est juste géniale, je trouve qu'elle est impeccable dans son rôle. En fait, c'est vraiment un personnage, elle va le dire elle-même, qui est d'origine canadienne et chinoise.
Et elle a grandi dans une éducation très très stricte, elle le dira, et du coup elle a toujours été bridée. Et elle est thérapeute. En fait, moi, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit thérapeute. T'es en mode, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta sexualité. Et en fait, tu vas donner l'illusion que ça va bien en, entre guillemets, contrôlant la sexualité, en donnant l'impression, l'illusion que tu sais tout, que t'es une spécialiste et que du coup, ça n'a aucun problème pour toi, comme si ça te détournait le problème. Et ce personnage est vraiment super bien construit. Là où Rob, c'est juste un pauvre con, quoi. On dirait un pauvre ado. Même elle, enfin, tu vois, les moments d'engueulade qu'ils ont, je fais, mais c'est vraiment un pauvre con, quitte-le, tu mérites mieux. Honnêtement, tu vois, il est tout le temps dans ses détritus. En plus, tu sais, il a des espèces de piercings, des cheveux en pique, en gel. Là, je fais, non, mais c'est pas possible. Oui, c'est un les petit peu années l'ado, 2000. C'est les années 2000. Mais franchement, je fais, tu mérites tellement mieux que ça, Sophia. Casse-toi de ce couple. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer à la fin. En même temps, on découvre aussi un petit peu plus James, donc celui qui était en train de s'auto-sucer, hein, tout simplement. Comment dire, on a un aperçu un petit peu triste de cette personne parce qu'on le voit après justement l'éjaculation pleurer. Et on rencontre son mec aussi qui arrive. Ce qu'on comprend, c'est que James, en fait, il passe son temps à se filmer depuis un moment. Pas uniquement le sexe, mais plein de petits moments de sa vie comme ça. Et il veut pas expliquer encore à son mec pourquoi. À la scène suivante, ça va être justement ce couple, donc James et Jamie, qui vont aller à une thérapie de couple qui est donc menée par Sophia, qu'on vient de rencontrer aussi. On découvre que Jamie et James, ça fait 3 ans qu'ils sont en relation. C'est un couple homosexuel qui est très très amoureux. Jamie, c'est un enfant acteur assez confiant en lui, face à James qui est un petit peu plus timide. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que en fait, James était un prostitué. En fait, ils se sont rencontrés parce que Jamie, en tant qu'acteur, devait jouer le rôle d'un prostitué et qu'il a dû s'intégrer dans ces milieux pour un petit peu s'imprégner et travailler sur son rôle. Donc c'est là qu'il rencontre James. Donc voilà, on apprend qu'il a un passé d'escorte. On voit que c'est quelqu'un James qui est assez mal à l'aise en fait, qui est un petit peu triste. Cette thérapie de couple nous fait comprendre que il souhaite en fait devenir un espèce de couple ouvert, en tout cas de couple libre, puisqu'il cherche à chacun potentiellement faire l'amour avec d'autres personnes, tout en restant en couple. Cette scène de thérapie, elle est folle. Je l'ai vraiment trop aimée parce qu'en fait, t'as vraiment Jamie qui prend toute la place. T'as Sophia qui fait sortir Jamie en lui disant « Ok, James, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ?» etc. Et on voit qu'il y a un petit début de dépression qui va se confirmer dans le film plus tard. T'as vraiment cette scène, cette montée en apothéose où en gros, Jamie refuse d'entendre le fait que Sophia lui dise « Mais là, t'es en train de prendre toute la place, mec, j'entends même pas ton partenaire qui s'exprime. » Ça monte, et elle finit par gifler Jamie. Par tout de suite dédramatiser parce qu'en fait on comprend qu'elle aussi elle a un mal-être dès qu'elle est en consultation, on voit qu'elle aussi elle a le mal-être et tout de suite elle s'assoit et elle avoue voilà je suis incapable d'avoir un orgasme, j'en ai jamais eu. Et c'est comme ça que les Jamies, comme on les appelle, vont l'introduire à la merveilleuse société de Shortbus. Moi je connaissais pas spécialement, je sais que c'était dans le film en tout cas c'est une boîte de nuit, mais on est sur un environnement très underground new-yorkais. À travers le regard de Sophia, on va découvrir la boîte de nuit, donc le Shortbus, qui a été recommandé par Jamie et James. On va la suivre via Justin, qui est un drag qui va lui faire visiter les différents lieux du Shortbus. En fait, c'est un lieu queer qui est avec plusieurs espaces. On a des espaces pour les performances, pour les artistes. On a une pièce pour le sexe, qu'on va revoir assez souvent, où il y a vraiment des orgies qui s'y passent, avec plein de matelas au sol, des gens qui font l'amour ensemble, en duo, à plusieurs. Enfin, c'est vraiment un lieu un peu hippie, pro-sexe, LGBTQ+. Sophia, elle est un peu perturbée, mais gentiment intéressée et intriguée par ce lieu qui est un peu tout nouveau pour elle. On voit que c'est un lieu qui est très très libre. Il y a un gars qui distribue des lubrifiants, des préservatifs. C'est vraiment un endroit de liberté très underground, queer. Et c'est aussi un lieu de rencontre où en fait on va vraiment avoir cette première soirée au Shortbus où on va suivre un peu tous les personnages qu'on connaît, donc c'est-à-dire on va suivre Sophia qui est un peu dans la découverte, qui est vachement dans le retrait, un peu apeurée au début. Je trouve que vraiment t'as ce truc où elle est très renfermée sur elle-même, à suivre les Jamies qui eux se sentent plus à l'aise dans leurs éléments et qui sont là à la recherche de partenaires, on le voit très bien. Et alors on va peut-être essayer de pas trop mélanger, on va suivre Sophia, on va dire ce qui se passe après pour d'autres personnages, mais en tout cas Sophia prend le temps, se détend un petit peu et commence à parler avec les Jamies que voilà d'où vient son problème orgasmique, etc. Et elle voit en fait qu'elle finit par en parler qu'avec des hommes, dont une autre drag queen qui vient s'en mêler en mode « je suis un artiste contemporain, je me sers des règles des femmes pour faire ça, je veux trop que tu fasses partie de mon show ». On voit qu'elle est très intimidée et elle finit par... En s'échappant un peu de cette conversation qui la met très mal à l'aise, finir dans une sorte d'autre pièce où il n'y a que des femmes qui sont en mode alors trop de couilles dans cette salle, allez viens avec nous. Et où se trouve également la dominatrice Séverine, qui a l'air d'être un petit peu dans son coin. Sophia se sent beaucoup plus à l'aise et va parler de son problème auprès de femmes qui, pas la comprennent, mais en tout cas essayent de la guider de manière déjà bien plus
bienveillante, en par exemple parlant des exercices pelviens pour justement essayer de stimuler un petit peu l'intérieur, etc. Enfin bref, c'est une conversation qui est hyper douce et que j'aime beaucoup, en tout cas qui m'a beaucoup touchée dans la manière dont les femmes communiquent. En fait, il y a vraiment une sororité qui m'a trop touchée dans cette scène. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'à cette étape-là du film, Sophia, elle s'auto-convainc un petit peu que l'orgasme, c'est peine perdue. Elle assure auprès des gens que c'est un mythe créé par les magazines, que ça sert à rien d'essayer, qu'elle aime son mec, mais le mieux c'est de sourire et... C'est le seul mec qu'elle a eu de sa vie. C'est le seul mec qu'elle a eu de sa vie, exactement. Et voilà, elle prétend que il faut faire semblant pour survivre, c'est comme ça, c'est la vie. Donc elle est à une étape du film où elle se convainc que c'est normal et que tant pis, voilà. Sauf qu'en fait, on voit très bien qu'elle a une certaine frustration, c'est quelque chose dont elle parle souvent, et en fait, au fur et à mesure du film, elle va plutôt être en quête de ce fameux orgasme qu'elle n'a jamais eu. En tout cas, c'est cette scène qui va permettre de faire le pont avec Séverine, avec qui elle va nouer une amitié par la suite. En tout cas, pour le moment, elles se rencontrent juste et on voit qu'il n'y a pas un intérêt, mais en tout cas, il y a une affinité qui semble se créer entre les deux femmes qui s'intéressent toutes les deux. Parallèlement, du côté des Jamies, qui sont quand même là pour ouvrir leur couple, on va être introduit à un nouveau personnage qui va être important pour les Jamies, qui s'appelle Seth, avec un C. Et c'est vraiment drôle parce que, en fait, lui aussi, il est là pour trouver des gens. Il est sur une espèce... Alors, Mina, toi qui es la pro des technologies, des téléphones et tout ça, c'est quoi le truc qu'il utilise ? L'espèce d'avant. C'est une espèce de beeper avec un écran. C'est trop chelou, j'ai jamais vu cet appareil, je pense que c'est inventé pour le film. Et dessus, vous avez une espèce de pré-Tinder avec un personnage animé hyper chum qui est en mode « Oui, je suis en train de vous chercher un partenaire. Regardez, il est là, à 2 mètres devant vous. Il s'appelle Tata, il fait telle taille, il a tel âge, il est comme ça. » Et je fais « Waouh, c'est très précis comme application quand même pour les années 2000. » C'est très drôle, mais en tout cas, on voit que Seth, qui est un jeune homme, je dirais à peu près 25 ans, très beau, en tout cas on le remarque, va lui aussi un petit peu se faufiler dans la soirée. Il a remarqué les Jamies, mais il n'est pas encore en contact avec eux. Mais il va y avoir toute cette scène qui est super belle, je trouve, avec un vieil homme avec qui il match, et qui se trouve être l'ancien maire de New York, qui est gay. Et cette scène, elle est trop belle, j'ai chialé juste sur cette scène. Ouais, parce qu'en fait, ils vont parler de coming out, du fait de passer sa vie à se cacher, parce que le maire de New York, je crois que dans le film, officiellement, n'est pas connu par la presse qu'il est gay. Donc il y a vraiment ce côté où ils vont avoir une conversation hyper intense, et voilà, le maire du New York qui est très vieux, qui a de l'expérience. Qui va parler du sida aussi, tu vois, de comment est-ce qu'on lui a reproché tout ce qui arrive avec le sida et tout ça. C'est tellement touchant, c'est trop bien écrit. Franchement, elle m'a fait chialer cette scène. Ce film est un peu dépressif, et ça a été le premier pan de dépression. J'ai fait « Ah, ma vie, c'est beau, mais c'est de la dépressif, merde !» mais doux quand même. Il y a une c'est certaine... doux. Enfin, en fait, les messages qui passent aussi sont très jolis, donc c'est d'autant plus agréable, même si j'avoue c'est un petit peu la dépression de temps en temps. Mais en tout cas, il y a cette conversation avec le maire de New York, l'ancien maire de New York, qui ne reviendra plus après. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle manière d'introduire le short bus où tout le monde a sa place. Il y a vraiment celui du sexe où on ne s'est pas trop attardé pour le moment, mais c'est un lieu où on voit plein de gens en fait faire l'amour, mais il n'y a pas des gros plans sur les choses. Ça reste une vue d'ensemble, entre guillemets, pour le moment. Ça tardera un petit peu plus. On voit que Sophia regarde et on lui dit « Regardez, c'est aussi participer ». Ça reviendra un petit peu plus tard également. Pour le moment, ce n'est qu'une introduction. Et ça nous permet de voir que Seth se lie en tout cas avec les Jamies qui l'ont remarqué. Et Seth rentre chez eux pour finir le reste de la soirée. Et quel reste de soirée finalement ? Oui, parce qu'on va se retrouver dans une pièce avec les Jamies et Seth. Une scène qui est d'ailleurs un petit peu gênante parce que le début... On sait qu'ils sont là pour se dragouiller et potentiellement aller plus loin. Donc il y a un moment un petit peu gênant où ils discutent. Ils sont tous très très proches sur le canapé, mais ils sont un petit peu mal à l'aise. James est plus avenant que Jamie. Jamie, lui, on dirait qu'il accepte cette opportunité d'ouvrir son couple à une relation libre pour aussi garder le lien avec James. Il y a un peu ce truc-là entre les deux, j'ai l'impression. Et à un moment, Seth hésite à partir. Mais voilà, la soirée va prendre une meilleure tournure, ils vont commencer à boire, à jouer de la guitare, à parler aussi chacun de leur passé. Enfin, en tout cas, Seth raconte son passé de mannequin, son rapport à la beauté. Ça se termine avec un plan à 3 où ils vont se sucer, faire un undulagus et chanter l'hymne américain en même temps. Incroyable, cette scène est folle. Je l'ai pas vu venir, où en gros il lui chante l'hymne américain dans le trou du cul. En fait, vous ne voyez rien en gros plan, c'est très comique. C'est vraiment une scène qui est faite pour être comique. Et ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que les Jamies ont un voyeur. Ça aura son importance pour plus tard, mais il y a toujours quelqu'un dans l'immeuble d'en face qui les observe avec un appareil photo et qui observe toute la scène. Mais cette scène de chant d'américain où ils hurlent, c'est tellement drôle. C'est tellement what the fuck, tu sais même pas d'où ça vient. Et je trouve qu'en fait, c'est ça le sexe aussi, c'est que
J'aime beaucoup en fait cette introduction où ils sont gênés, ils osent pas faire. Ensuite, t'as ces passages où ils apprennent à se connaître en fait, où ils parlent. Le passage de la guitare, il est tellement joli, il est tellement doux. C'est comme ça que ça se passe aussi le sexe, tu vois. C'est, je pense, qui n'a jamais eu en date ou autre ce moment où tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu es chez l'autre ou l'autre est chez toi. Et que t'attends. Et que t'es un peu en mode oh là là, pouf pouf. Il faut converser avant, bon. Tu vois. Mais c'est dur. Moi, je l'ai déjà eu ce moment-là où moi, en fait, comme j'ai un chat, je fais toujours il est mignon le chat, tiens, regarde, je vais jouer avec lui et tout ça. Tu vois, en fait, t'as une sorte de gênance telle que tu vas reporter ton attention sur autre chose, même si tu sais ce qui va se passer in fine. C'est très très drôle et je trouve que c'est très bien, c'est très bien reporté dans le film. Et comme tu dis, en fait, c'est juste faire des petits trucs comme ça, regarder un film, jouer de la guitare, parler un petit peu, qui va désamorcer toute la tension et qui va faire que tu vas pouvoir entrer dans quelque chose de plus intime et de plus confortable. Mais cette scène, elle est trop bien faite. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais dire ça pour tout le film, mais c'est trop bien fait. Et la manière dont la sexualité est filmée, tu vas avoir des plans d'ensemble, en gros, tu vas pas avoir beaucoup de plans, il me semble, de fellation, vraiment de pénis dans la bouche ou ce genre de choses. Par contre, on les voit. On les voit. On voit que c'est pas simulé du tout. Enfin, c'est vraiment, il y a des vraies fellations. Mais la caméra n'est pas concentrée sur ces deux zones-là. Encore une fois, c'est filmé de l'intime, mais de manière très intelligente, très loin, avec des acteurs où, voilà, en fait, je pense qu'il y a du plaisir. Honnêtement, je pense que c'est très bien fait. Je suis très surprise, en fait. Et l'hymne américain est vraiment la cerise sur le gâteau. Tu fais, mais comment on en arrive là ? Et c'est ça le sexe aussi, parfois, c'est faire des trucs stupides ou des trucs complètement gauleries où tu fais, comment on en arrive là ? On s'en fout, on passe juste un bon moment. Et je trouve que c'est très intelligent. On retourne avec Sofia qui cette fois-ci est chez elle et va essayer d'atteindre enfin l'orgasme. On la voit aux toilettes, elle essaie une technique en étant assise et en train d'uriner qu'on lui a conseillé par les femmes du club, donc qui est d'interrompre le jet et de recommencer. Et on sent que ça la tracasse quoi. Donc à un moment elle s'allonge dans la salle de bain, elle sort des vibros carrément, elle se touche, elle essaie les vibros sur elle, sauf qu'on voit en fait en termes de jeu d'acteur et de plan sur son visage qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Parce que son mec vient de mettre la musique à fond à côté. Donc elle met ses écouteurs, elle essaie de se reconcentrer, mais il y a un truc un petit peu goofy, quoi. Elle s'en sort pas, elle est allongée sur un tapis de salle de bain, elle se prend la tête contre sa balance. Enfin, c'est un petit peu la catastrophe, quoi. On sent que ça marche pas, et qu'en plus de ça, elle arrive pas à se concentrer. Donc elle va aller dire à son mec que c'est trop fort et qu'il fait chier. Son mec à côté, en fait, était en train de se branler. Et vraiment, c'est là qu'on apprend que c'est quand même un petit peu un connard, parce que jusque-là, on n'avait jamais fait face à lui. Enfin, on n'avait jamais eu vraiment de discussion avec ce personnage. Donc là, on voit que c'est un petit peu un connard, il est là. Enfin, le plan quand même qu'il introduit est pas très classe, quoi. Il est assis, le calbar baissé sur sa chaise de bureau, en train de se branler, la bite à l'air, il s'interrompt. Enfin, c'est vraiment pas classe. On découvre qu'il est censé trouver un boulot, qu'il bosse pas. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc elle pète un câble. Et on va avoir droit à une séance de thérapie entre les deux où ils vont s'asseoir face à face. Ils vont se gueuler dessus très intensément. Puis ils vont, avec le temps, un petit peu baisser le ton et se parler plus calmement. Et il y a un côté, en fait, un peu superficiel. Enfin, c'est comme si on dirait qu'elle essaye de sauver un couple, en fait, qui, de toute manière, ne marche pas. Donc il y a vraiment ce côté un peu ridicule de la thérapie, un peu superficiel. Chacun explique ce qui va pas, mais en fait, personne ne s'écoute vraiment. Et ce qu'on comprend à la fin, c'est qu'en fait, lui est très bien au courant qu'elle n'arrive pas à atteindre l'orgasme et que c'est quelque chose qui le frustre, qu'il a l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc elle est un petit peu prise de court. Et ça s'arrête là, je crois, hein. De toute manière, cette séance de thérapie. Ensuite, on enchaîne directement avec Sofia qui retrouve Séverine, qui lui avait laissé son numéro parce que Séverine est un peu artiste, elle prend des photos et elle lui avait laissé en tout cas son contact sur une photo qu'elle avait prise de Sofia. Et elle retrouve Séverine dans une espèce de sauna avec des chambres d'isolation. En fait, c'est un peu les trucs de flottaison. Je sais pas si t'en as déjà fait, toi, Mina. Non, mais moi, ça m'angoisse. Ah, moi, j'adore. J'en ai déjà fait, j'adore. Ça me fait trop du bien. C'est en gros des sortes de grandes bulles d'eau qui sont complètement fermées. Vous vous retrouvez dans le noir ou avec une petite lumière et vous vous retrouvez en fait à flotter. Et c'est très détendant. Enfin, je sais que ça peut être très anxiogène pour beaucoup de gens. Moi, je sais que ça m'aide à réfléchir. Mais en tout cas, elles se retrouvent toutes les deux là-dedans. Et je trouve que le duo marche très très bien. Ou encore, en fait, elles commencent à se lier d'amitié où... En fait, Séverine a compris que voilà, Sofia a besoin d'un petit peu d'aide et elle lui propose de l'aider, d'explorer sa sexualité, sans forcément participer, mais en tout cas lui donner un coup de main, pendant qu'elle demande à Sofia de l'aider par rapport à elle et ses relations personnelles, parce qu'on voit que Séverine est un personnage un petit peu marginal, qu'elle est un petit peu dans son monde, dans sa bulle, et que finalement, elle va même finir par lui confier que être dominatrice, c'est pas ce qu'elle veut être artiste, elle fait pas ça finalement pour le plaisir, elle fait ça pour survivre. Et c'est un personnage qui est très touchant, Séverine, elle va même jusqu'à lui dire que c'est pas son vrai nom, et Nina, quel est son vrai nom ? Elle s'appelle Jennifer Aniston. Et c'est un gros traumatisme pour elle.
Mais c'est trop drôle, en vrai ça marche trop bien. Et les deux femmes commencent à nouer une amitié qui marche pas trop mal en plus, jusqu'à une fameuse soirée, une autre soirée, sachant que les soirées au short bus sont hebdomadaires, donc une nouvelle soirée au short bus, où Sophia semble un petit peu plus à l'aise, se balade un petit peu plus sympathiquement et explore un petit peu le short bus. Elle décide d'amener Rob et elle décide en fait de rentrer à fond. Elle commence en lui montrant un œuf, les œufs connectés, parce qu'apparemment déjà à cette époque il y avait des œufs connectés. Un œuf connecté, c'est en gros une sorte de petit œuf que vous introduisez dans le vagin. Grâce à une télécommande que vous donnez à votre partenaire, il ou elle peut contrôler les vibrations pour vos plus grands plaisirs à tous. Et en gros, elle commence à instaurer ce qui sera peut-être la seule règle de cette soirée, c'est moi je mets l'œuf, sers-toi de cette télécommande quand tu veux communiquer avec moi. Et on voit très bien qu'en tout cas, dès que les vibrations s'activent, ça agite beaucoup Sophia. Ce qu'on découvrira un petit peu plus tard. Ça agite Sophia, mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, Rob est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'elle est dans une volonté de renouer le couple, de raviver la flamme. Donc elle propose un truc un petit peu kinky au short bus avec des gens qui font l'amour, avec une ambiance particulière, avec un sextoy. Et lui, en fait, il rentre pas vraiment dans ce délire-là, en tout cas pas avec elle, puisque chacun de son côté va se balader dans la boîte de nuit. Et lui, il est censé un petit peu jouer quand il en a envie avec elle, mais en fait, on va se rendre compte qu'à chaque fois que ça vibre, c'est jamais lui qui le veut, puisque c'est juste qu'il a oublié la télécommande, qu'il a laissée dans sa poche, qui en se collant contre un mur appuie sur le bouton. À chaque fois que ça vibre, c'est jamais parce qu'il le veut et parce qu'il veut créer du lien et une petite excitation à sa partenaire. Et ça va être super intéressant parce que pour moi, en fait, cet œuf, il va représenter toute la métaphore de leur relation. C'est-à-dire que durant la soirée, Sophia va avoir des rapports sexuels, en tout cas un rapport sexuel avec Séverine, donc lesbien, et elle va un petit peu se chauffer avec Justin, l'autre drague de la soirée. Et en fait, à chaque fois que tu vois qu'elle commence à kiffer, à apprécier, t'as cet œuf qui vient vibrer par accident à cause de Rob. Et en fait, à chaque fois que tu vois qu'elle commence à prendre du plaisir, à être bien, t'as vraiment cet œuf qui vient tout interrompre, qui vient tout foutre en l'air. Et pour moi, c'est vraiment le truc de meuf. C'est juste que t'es pas dans la bonne relation en fait, que c'est ton mec qui t'emprisonne, que t'es pas bien, que t'es trop attaché aux conventions sociales de non mais c'est mon couple, je dois être bien dans mon couple, et qu'en fait c'est ça qui t'empêche juste de te libérer et de profiter avec d'autres gens. Pour moi, vraiment, cette étape, j'ai fait, c'est la métaphore de tout. Sophia essaye de profiter, une première fois avec Séverine qui elle atteint l'orgasme, et on finit sur une Sophia qui est vraiment en mode pourquoi moi j'ai pas d'orgasme et toi t'as un orgasme, ça commence à me saouler cette histoire. Alors déjà, moi j'aimerais dire quand même que cette scène entre Sophia et Séverine, elle est assez violente. Moi j'ai trouvé que limite ça se rapprochait d'une agression quoi, enfin, parce qu'on est vraiment sur le couple, enfin le duo qui se retrouve dans une pièce à part, qui discute un petit peu normal. Enfin Séverine, voilà, elle confie son envie d'arrêter de son activité de dominatrice, elle veut une vie normale, une maison, un chat, elle pleure, et puis elles vont petit à petit s'enlacer, s'embrasser, ça devient vraiment très haute entre les deux. Comme tu as dit tout à l'heure, Rob, sans le vouloir, fait encore vibrer l'œuf, donc c'est toujours ce rappel de Rob qui vient tout gâcher. Elles s'allongent tous les deux sur le lit, elles commencent à se frotter, donc on sent que tous les deux, il y a un plaisir, il y a une volonté de faire l'amour ensemble. Et en fait, elles vont faire du scissoring, et d'un seul coup, Séverine commence à se frotter un petit peu, très violemment en scissoring, parce qu'avec le vibro, en fait, ça lui fait du bien. Sauf qu'en fait, elle est dans un plaisir totalement personnel, elle prend plus du tout en compte Sophia. Il y a des plans sur Sophia qui sont assez durs, où on la voit un peu l'air ahuri de ok, en fait, d'un seul coup, je suis sortie de l'acte sexuel alors qu'elle est en train de prendre son plaisir avec l'œuf qui est en moi. Enfin, quand Séverine atteint l'orgasme, et pas Sophia, Séverine va s'excuser, mais en fait, c'est trop tard, quoi. Enfin, ce qui vient de se passer, moi, je trouve que c'est quand même hyper violent. C'est violent, et encore une fois, c'est un petit peu annonciateur de ce qui va se passer par la suite. C'est que vraiment, c'est Rob. En fait, c'est comme si elle avait une relation sexuelle avec Rob d'une certaine manière. C'est ça qui est en fait très violent. Mais encore une fois, je tiens à revenir sur la manière dont est filmée cette scène. Les femmes ne sont pas nues. Je tiens à le dire, c'est les femmes, elles sont habillées. C'est du humping, dans tout ce qu'il y a de plus normal. Habillées, pas de corps, rien du tout. Et c'est là où je fais, c'est trop bien en fait. Ça te montre que le humping, t'as pas besoin d'avoir deux meufs à poil hyper bien foutues pour en faire. Et c'est quand même une scène qui est très excitante, bon, moins par la suite. Mais ça marche bien, quoi. Enfin, je trouve que c'est très, très intelligemment filmé, encore une fois. Mais comme tu dis, c'est la violence, en fait, de se dire que Sophia, elle est toujours exclue et c'est que c'est toujours Rob qui vient prendre du plaisir avec une femme, en plus, pour qui elle avait du désir. C'est ça qui est frustrant. Mais c'est vrai que les scènes assez excitantes ou assez érotiques, tu vois, par exemple, juste avant qu'elle ait cet acte sexuel avec Séverine, donc elle fait... Il y a la tension qui monte aussi avec Justin, le drague du short bus. Là aussi, tu vois, ça monte, c'est filmé, c'est pas male gaze du tout, mais je trouve que c'est assez excitant comme scène, de les voir tous les deux un petit peu se draguer, de voir la tension monter. Enfin, je trouve que c'est assez bien représenté dans le film. On va rejoindre les Jamies qui sont en train de faire des trucs avec Seth, en tout cas de passer une bonne soirée avec Seth.
Et on a le fameux voisin voyeur qui va venir les voir et on se rend compte qu'en fait, c'est un voyeur qui les espionne depuis de nombreuses années et qui les a suivis jusqu'au shortbus. Ce voisin s'appelle Caleb, qui vient un petit peu menacer Seth en lui disant tu vas faire exploser leur vie, tu vas faire exploser leur couple, t'es pas du tout bon pour eux, tu devrais pas. Et en fait, c'est très étrange parce que tu vois que les Jamies disent bah what the fuck, c'est qui ce gars ? C'est très étrange ce truc de voyeurisme, mais en même temps je le trouve très très touchant. Et en gros ce qui va se passer c'est que Caleb va en venir un petit peu aux mains avec Seth et que Sophia va s'interposer entre les deux. Et comme elle a l'œuf et que quelqu'un est en train d'appuyer sur la zapette en mode je veux changer de chaîne, en fait les vibrations et en plus l'énervement qu'elle a l'énerve tellement qu'elle va finir par en fait donner des coups sans faire exprès aux deux. C'est très très drôle, cette scène m'a fait vraiment très très rire. C'est la scène la plus burlesque je pense de tout le film. Et ça va faire monter que la frustration de Sophia qui là se rend compte que la zapette est pas Rob, là elle va défoncer Rob et elle finit par sortir. Elle prend une sorte de jambe de mannequin accrochée dans un mur, elle va dehors, elle retire l'œuf, elle éclate l'œuf en hurlant dans la rue en mode elle en a marre de tout. Ouais, mais c'est un peu douloureux à regarder, tu vois, elle est très bien, mais tu vois toute la frustration du personnage, et c'est vrai qu'on est au moment du film où en fait on est au down pour tous les personnages. Les Jamies aussi s'engueulent un petit peu à ce passage-là, dans le shortbus où Jamie il s'adresse à James en mode mais je comprends pas, j'essaie de faire pour comprendre mais tu m'aides pas, tu parles pas. Et on a aussi une scène à un moment où il va y avoir un jeu entre quelques personnages et James et Séverine vont se retrouver enfermés dans une pièce où ils font ce qu'ils veulent dans cette pièce, mais en fait ils vont juste discuter et on va se rendre compte quand même que James est dans un état de dépression assez fort et que son passé fait que ce qu'il a vécu, dont on a d'ailleurs pas spécialement de détails là-dessus, mais on comprend que voilà, il a un passé assez douloureux et qu'en fait il est en pleine dépression. Et donc on va se terminer un petit peu mal avec tous ces personnages qui vont quitter le shortbus de manière un petit peu amère. Et on va suivre James qui se dirige vers la piscine dans laquelle il travaille avec une cassette puisque il monte, en fait c'est ce qu'on va voir en parallèle pendant tout le film. Au début on voit qu'il filme plein de moments de sa vie, qu'il est en train de monter aussi en même temps. On sait pas trop à quoi sert cette cassette et quand il est seul dans la piscine, il va sortir la cassette et écrire pour Jamie dessus. James va prendre des médicaments, se fout un sac plastique sur la tête et plonge dans la piscine. Et donc voilà, on est sur une tentative de suicide. Il est secouru à temps par Caleb, le stalker qu'on a vu tout à l'heure, qui va lui laisser son numéro. Sur le visage. Sur le visage. Voilà, c'est une scène qui est très badante. Mais moi, je m'en doutais vraiment depuis le début. Quand tu fais un film en mode pour quelqu'un, tu vois que la personne est dans un état dépressif avancé. Et en plus, tu as une scène un peu plus tôt dans le film où tu vois James qui prend des médicaments puis qui les jette dans les toilettes. En fait, tu peux le comprendre très très tôt dans le film qu'il y a une petite tentative de suicide qui se profile à l'horizon. Il se réveille à l'hôpital, il se rend compte qu'il a ce numéro, il appelle Caleb parce qu'il n'ose pas rentrer chez Jamie parce que je pense qu'il a un petit peu honte ou il est un petit peu perdu dans sa vie. Et il est très bien accueilli par Caleb auprès de qui il se confie en disant que voilà... il n'a jamais accepté James de se faire sodomiser et là il accepte que Caleb le fasse en tout cas. Et en fait les rôles s'inversent où Jamie finalement qui pense en plus, qui découvre le film il me semble de James se dit que son compagnon est mort. J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu éclipsé dans le film et en fait il se rend compte en devenant le voyeur à son tour qu'il y a James qui est juste dans la fenêtre d'en face et il se voit et je trouve cette scène vachement touchante en fait. Je trouve ce moment hyper fort parce que en fait, je trouve déjà que l'acteur qui joue James est très touchant et en fait, même s'il est, dans le film, c'est un beau gosse, voilà, il fait partie du couple des Jamies, tout le monde l'envie, tout le monde les trouve beaux, mais je trouve que tu vois dans son regard qu'il est triste, que c'est quelqu'un de triste qui est en dépression. C'est vrai que quand il explique un petit peu à Caleb toute sa détresse, et notamment le fait que, pourquoi il fait une lettre de suicide, parce qu'en fait, il veut que quand Jamie verra cette vidéo, il comprenne que c'est pas de sa faute. Et il explique que, je donne tous ces détails, mais moi ça m'a vraiment fait pleurer, que tout l'amour que lui donne Jamie est très fort, mais il est presque aussi fort que toute la haine qu'il a reçue, mais ça suffira jamais à réparer et à soigner les souffrances qu'il a en lui. Donc je trouve que c'est hyper touchant et c'est vrai que ça se termine avec une scène de sexe entre James et Caleb. Effectivement, comme tu disais, où James n'avait jamais accepté de se faire sodomiser et là il accepte avec Caleb et il pleure. Mais il pleure de bonheur et d'émotion en fait d'avoir passé ce moment, d'avoir accepté cet acte et je trouve que c'est tellement fort et tellement émouvant. On va passer aux autres personnages où c'est pas autant le down que ça, on va dire ça, pas à ce point-là, il n'y a pas d'autres tentatives. Il n'y a pas de tentative de suicide, ouais. Et on va suivre Rob d'abord, qui a un petit peu vu Séverine de loin lors du précédent shortbus et qui a décidé de lui demander de se payer une session en tout cas pour se faire dominer, chose qu'il n'avait jamais demandé à Sophia auparavant. Alors, je crois que c'est Sophia qui a demandé à Rob de faire cette session avec Séverine.
D'accord, ok. Ah bah j'ai dû éclipser ça. Mais en tout cas, ils la font. Ouais. Et on voit que Séverine s'écroule plus qu'autre chose. Rob, il semble pas prendre tant de plaisir que ça, j'ai l'impression, dans la session. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Moi je l'ai interprété plutôt en mode plus ça avance, plus il kiffe. En même temps, on n'est pas trop concentré sur Rob, je trouve. Non, c'est Tout vrai. reste habillé, on est plus concentré sur Séverine qui finit par complètement s'écrouler parce qu'elle en peut plus, c'est pas la vie qu'elle veut, c'est pas une sexualité qui la fait kiffer et ça la rend pas heureuse. Et Rob, bah, essaie de la consoler comme il peut, quoi. Mais c'est un passage qui est assez court, on s'attarde pas trop dessus en vrai. Non, par contre, c'est vrai qu'on va s'attarder un tout petit peu plus sur Sophia, qui est un peu au bout de sa vie en fait. On la voit en pleine séance de thérapie, le regard ailleurs, et en fait on va avoir une scène où elle va sortir de son cabinet, elle va marcher dans la nature, seule, un peu plus apaisée, elle va se masturber sur un banc, face à la nature, face à l'eau. Il y a un moment vraiment de plénitude un petit peu, donc on pense qu'elle va atteindre l'orgasme, on voit qu'elle se masturbe très 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 ardemment, donc ça monte, et là, blackout, il y a une coupure d'électricité dans tout New York, et on ne voit pas son orgasme. C'est une scène onirique, je pense. Hein. Vraiment, c'est pas Oui. vrai. La manière dont c'est tourné, c'est plus encore une fois, c'est comment elle s'imagine un peu la situation. Et sachez que le blackout, c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu à New York en 2003. Donc c'est vraiment inspiré de quelque chose qui s'est passé où New York s'est retrouvé plongé dans le noir pendant le temps d'une nuit, il me semble à peu près. Mais en tout cas, ça colle à un événement qui s'est vraiment passé dans la réalité véritable de Boromir. Et ce blackout va faire que tous les personnages vont se retrouver au short-bus avec des bougies et un petit orchestre qui va jouer de la musique. Donc il y a un petit côté un petit peu... Enfin, là, on entre dans un passage où ça va être très musical jusqu'à la fin. Tout le monde se retrouve là-bas. Rob et Séverine sont ensemble. Sophia, elle arrive, elle les salue, mais elle part de son côté. Donc on voit qu'il y a une rupture avec Rob. Et les Jamies arrivent ensemble, donc toujours plus amoureux et plus solides que jamais. Avec Seth et Caleb qui restent derrière à les regarder, s'embrasser, etc. Et je trouve ça trop mignon. En fait, il y a une espèce de bienveillance commune entre les 4 personnages où tu fais... ils sont tous là un peu les uns pour les autres. Ils sont tous là à s'aimer d'une manière complètement différente, mais le centre reste quand même les Jamies qui continuent de fasciner et qui ont l'air de bien se porter pour la suite. En tout cas, j'ai envie de le dire malheureusement, mais ce qui s'est passé avec James, sa tentative de suicide, ça a l'air d'avoir débloqué quelque chose. Idem pour la relation qu'il a eue avec Caleb. Le couple a l'air de repartir sur de bonnes roues. Et ça se termine avec Sophia, qui est toujours, ne l'oublions pas, en quête d'un orgasme, qui va s'approcher... Enfin, disons qu'il va y avoir un couple d'hétéros qui vont s'approcher d'elle. En fait, à chaque fois qu'on a eu des scènes au short-bus, quand Sophia allait regarder les gens dans la salle des orgies, elle regardait souvent une meuf, un couple qui faisait l'amour, et surtout une meuf qui avait l'air de vraiment prendre son pied. Et donc là, ça va se terminer où ce fameux couple va s'approcher de Sophia. Ils vont commencer à discuter un petit peu, à se toucher, à s'embrasser. Ça va être très très érotique. Et donc ça va se terminer avec l'orgasme de Sophia avec ce couple hétéro. Et aussi toutes les lumières qui se rallument dans New York. Oui. Mais, c'est ce qu'on disait depuis le début, tu n'étais juste pas dans le bon couple et tu n'acceptais pas que c'était le cas. C'était juste ça le problème. Et j'ai l'impression, tu sais, qu'on regarde ça, nous, avec nos yeux de personnes un petit peu déconstruites et un petit peu renseignées sur ce genre de problématiques en 2020. Mais dans les années 2000, à mon avis, il y a plein de gens qui ont dû se retrouver un petit peu dans ce film en se disant, bah ouais, peut-être que en fait, c'est ça le problème, c'est que le plaisir c'est important, le désir c'est important, et que s'il n'y a pas ça dans un couple depuis tant d'années, c'est peut-être qu'on n'est pas compatible sexuellement et qu'il faut tester avec d'autres gens. Surtout qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que c'était la première fois de Sophia, tu vois, elle a jamais été faire de l'exploration ailleurs. Enfin, je trouve que c'est une remarque qui est très très actuelle, même encore aujourd'hui, même si on est un petit peu plus sensibilisé sur la notion de plaisir féminin, de qu'est-ce qui marche pas, peut-être que la relation parfois peut être le problème. Et on va passer à la partie la plus profonde de l'émission avec les traditionnels quand on parle d'un film, production, tournage, réception, diffusion. Alors Short-Bus, comme tu l'as dit au début, c'est le 2e film de John Cameron Mitchell. Pour revenir un petit peu sur le réalisateur, il a grandi dans une famille catholique, dans de multiples bases militaires, car son père était un général de l'armée américaine. Donc on se doute une vie quand même où le sexe n'était pas forcément un grand sujet de conversation et que c'était plutôt assez tabou. Il le dit lui-même, c'était des gens très ouverts à l'art, mais pour tout ce qui était sexualité, mieux vaut éviter le sujet. John Cameron Mitchell est gay, il a fait son coming out à 22 ans, et en fait toute son œuvre, tout ce qu'il va faire va tourner un petit peu autour de ces sujets. Il commence sa carrière sur scène, c'est quelqu'un qui est passionné de comédie musicale. Son premier film d'ailleurs c'en est une, où ça va parler de l'histoire d'un rocker gay. Ça parle aussi de transsexualité. Enfin voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui va toujours aborder ces sujets autour du sexe, du genre. C'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Il fait partie aussi de ce qu'on appelle les Radical Fairies. C'est un groupe culturel qui est né dans les années 70 aux États-Unis, qui va regrouper une communauté gay, LGBTQ+,
et qui recherche à stopper tout ce qui va être autour de l'hétérocentrisme. Et c'est un petit peu grâce à cette communauté qui va avoir un petit peu tous ces sujets qui vont aborder ces thèmes, et notamment Shortbus, ce qui va rencontrer aussi quelques-uns des futurs acteurs dans ce film, avec qui il va construire le film d'ailleurs, parce que le film est construit et le script d'une manière assez originale. Original en effet, parce qu'il a très vite mis en place ce projet de film avec un producteur qui s'est pas du tout opposé. En tout cas, il n'a pas semblé avoir de difficulté à mettre en place ce film. Tu vois, là où je pense que, en vrai, dans les années 2000, c'était pas si commun que ça qu'on parle de sexualité aussi ouvertement. Ça me surprend même que ce genre de film ait vu le jour. Après, comme il a été un petit peu caché, je pense que ceci explique cela. Et petite parenthèse pour remercier l'autrice Chloé Safi, qui nous a gentiment envoyé des scans du dossier presse en fait de l'époque de Shortbus en 2006, le dossier presse français, dans lequel on a pu avoir plein de détails. Donc Chloé, si tu passes par là, merci beaucoup à toi, parce que franchement, on a découvert plein de trucs super cool, dont justement les conditions de réalisation et comment le casting s'est passé. Il y a eu un grand appel général qui a été lancé auprès de l'Amérique entière. Et ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur a reçu plus de 500 candidatures de gens, mais de gens qui font pas forcément des actes sexuels, des gens qui vont se présenter, des gens qui vont chanter, des gens qui vont juste être eux-mêmes. Et c'est comme ça que, entre guillemets, le tri va s'effectuer. Parce que si on regarde le casting, à part Soo Ki-in-lee, qui joue le rôle de Sophia, le rôle principal, et qui avait déjà fait une apparition dans sa comédie musicale précédemment, et tous les autres, ils n'ont pas vraiment de carrière d'acteur, si je me trompe pas. Non, et justement, c'était la volonté du réalisateur de faire appel à des non-professionnels. En fait, il savait qu'il allait faire un film avec du sexe et du sexe non simulé, et il avait peur de la pudeur des acteurs professionnels. Ils ont volontairement pas envoyé de script à des agents, parce qu'ils considèrent que les stars, justement, n'ont pas de sexualité, je cite, et qui prévoyaient justement des répétitions étalées sur une période d'1 an. Donc vraiment, dès le début, il avait cet objectif de faire appel à des amateurs et pas du tout des acteurs pros. Et en fait, avec les acteurs qu'il a sélectionnés, ils vont ensemble créer le script, développer les personnages et l'histoire qui va vraiment prendre forme en fait en collaboration avec tous les acteurs amateurs. Il y a eu ensuite le choix de tourner les scènes de sexe que le réalisateur a toujours voulu véridiques, parce que pour lui c'était un film sur le sexe, et que c'était très important de dire comment est-ce que vous voulez qu'on fasse un film sur le sexe sans montrer du sexe d'une certaine manière. Donc c'était un parti pris qui est assez osé, je crois que je l'ai rarement vu. Par exemple, La vie d'Adèle, je sais que les actrices avaient des prothèses, et que du coup c'était pas des vraies, entre guillemets, scènes de sexe, même si elles étaient... elles paraissaient très véritables. Idem pour Nymphomaniac, je sais qu'il y a eu des appels à des doublures, ce genre de choses. Donc même s'il y a eu du vrai sexe, c'était pas vraiment les vrais acteurs. Donc c'est vraiment osé en fait de faire de vrai sexe, de vouloir vraiment filmer des orgasmes. C'est-à-dire que le réalisateur a insisté pendant le tournage pour le fait qu'il faut que les acteurs et les actrices se sentent à l'aise. Et il faut que si on demande à jouer une scène où il y a un orgasme, il y a réellement un orgasme. Sinon le film n'a pas de sens. Donc en fait vraiment l'intention pendant le tournage a été de 1, mettre à l'aise les acteurs et les actrices, ce qui est très important. Et en tout cas, dans les différentes interviews et retours que j'ai vu personne qui s'est plaint du tournage, et je trouve ça vraiment miraculeux. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais je trouve ça hyper positif de voir que, en tout cas, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de casserole, j'ai rien lu du tout, et j'ai vraiment creusé pour le chercher, mais j'ai vu aucun retour négatif sur cette expérience de tournage. Et l'importance de filmer la sexualité de manière frontale, sans faire des gros plans pénis, des gros plans chattes, etc., comme beaucoup de réalisateurs font, je trouve, que ce soit du Lars von Trier, du Gaspar Noé, etc., pour être un peu dans l'outrance. Je trouve ça assez incroyable, en fait, qu'ils aient réussi à faire ça, et pour moi, à donner une nouvelle image de comment filmer la sexualité au cinéma, et une image que j'ai jamais retrouvée ailleurs, en fait. Donc voilà, le but de ce tournage, c'était vraiment de faire du sexe vrai, ce qu'il a réussi à faire, apparemment, dans de bonnes conditions de tournage, pour le bien des acteurs et des actrices. D'ailleurs, petite anecdote pour la scène d'orgie, là où on voit au Shortbus tous les gens faire l'amour dans une pièce. Pour mettre justement les acteurs et les actrices confortables, le réalisateur et le caméraman étaient également nus pour ces scènes-là. Ah, beaucoup faisaient ça. C'était pas Paul Verhoeven qui... Si, Paul Verhoeven l'avait fait, tu sais, pour Starship Trooper. Bon, c'est pas une scène de sexe, mais il l'avait fait, c'est vrai. La scène de la douche. Ouais, exactement, ouais. C'est ça, où tout le monde est nu, c'est ça. Mais on entend de temps en temps ce genre d'anecdote, et je trouve ça sain, en fait, de se dire, on se met au niveau de tout le monde est nu, nous aussi on sera nus pour que voilà, il y ait plus d'entente. Je trouve que c'est un procédé très sain, en fait, dans une manière de tourner et de respecter ses acteurs et ses actrices. Et d'ailleurs, autre anecdote de tournage, sur la scène de sexe tout début entre Rob et Sophia, ils utilisent un préservatif interne. Pour la sécurité, il fallait utiliser un préservatif, mais qu'ils ne voulaient pas de préservatif externe parce qu'ils sont censés représenter aussi un couple qui est ensemble depuis des années et des années. Donc voilà, pour plus de réalisme, mais de sécurité également, ils ont fait appel à un préservatif interne. Ils ont fait appel à un préservatif interne. Ils l'ont appelé, il a été consentant, il est venu, il s'est posé. Ils ont utilisé un préservatif interne.
Pour ce qui est de sa diffusion et de sa réception, alors déjà le film a un petit peu galéré à trouver des financements, évidemment on se doute qu'avec des scènes explicites c'est un petit peu compliqué de faire financer ça. Ils ont réussi à travers une combinaison de capitaux privés de la société Fortissimo et de QTV, donc Q Television qui était à l'époque mais qui n'existe plus, une chaîne câblée gay. Ils ont réussi quand même à faire financer le film. Pour ce qui est de la diffusion, ils ont heureusement eu le droit à une première au Festival de Cannes en hors compétition, et grâce à la bonne réception du film au festival, ils ont eu plusieurs offres, en tout cas déjà aux États-Unis, de diffuseurs. Ils ont eu 12 offres rien que à la diffusion du film au Festival de Cannes pour distribuer le film aux États-Unis. Parce que le film a eu un accueil qui est vraiment dithyrambique, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment standing ovation lors de sa projection au Festival de Cannes. Il n'était pas en compétition, donc il n'a pas été question de gagner des prix. Et ça a permis aussi à de nombreuses personnalités du cinéma, de valider le film, ou même pas forcément du cinéma. Par exemple, il y a Francis Ford Coppola qui l'a adoré, Michael Stapp, Yoko Ono dans un autre genre. Voilà, il y a plein de personnalités qui ont pu plébisciter le film, ce qui a encore plus aidé à sa diffusion. Et surtout, le film a été démystifié entre guillemets du statut de film pornographique qu'il aurait pu avoir, et je pense que sans Cannes il n'y aurait jamais eu tout ça. Niveau presse, en tout cas sur la réception, on est sur des retours soit un peu moyens, soit très bons. Et niveau box-office, j'ai un petit peu des chiffres, alors c'est sur Wikipédia, mais j'ai retrouvé les chiffres un petit peu ailleurs de la même manière, donc je pense que c'est bon. Niveau box-office américain, on est sur presque 300 000 entrées. C'est pas un énorme succès non plus, faut dire ce qui est. Box Office France, on est sur 123 000 entrées. Pareil, c'est correct. Pour un film comme ça, c'est plus que correct. Et Box Office Europe, on est sur pratiquement 450 000 entrées. Ce qui est un bon score. Donc je pense qu'en vrai, un peu tout réuni, hors Europe, hors États-Unis, on doit pas être loin du million d'entrées, ce qui est pour un film comme ça plus que correct, quoi. Je pense qu'il a pu largement se rentabiliser. Surtout que tu as dit un budget de 2 millions d'euros, de oui, dollars. C'est un petit budget. Donc, c'est rien, il a été je pense qu'il est rentabilisé, rentable. c'est bon. Ah bah oui, il est rentabilisé à mort. Mais je pense que de toute façon, vu que c'est un contenu sexuel, il y a plein de pays où il n'a pas été projeté. Je pense particulièrement à l'Asie. Mais tu vois, on n'a pas des chiffres comme l'Australie ou le reste du monde. Le Canada, on n'a pas non plus. Donc je pense qu'en vrai, on ne doit pas être trop loin du million d'entrées. Sans compter en plus l'exploitation DVD qu'il y a eu par la suite, qui a rencontré, je pense, un petit succès aussi. Mais c'est vrai que malgré les bonnes critiques, ça n'empêche que le film a quelques problèmes de diffusion dans certains pays, et ailleurs d'ailleurs. Mais par exemple, en Corée du Sud, il a été interdit de diffusion à cause du contenu sexuel et gay. Voilà, donc on est quand même à une époque, je ne sais pas si aujourd'hui encore ça pourrait être le cas en Corée du Sud, je m'y connais pas assez en politique sud-coréenne. Je sais que c'est plutôt la Chine qui est très restrictive pour avoir un peu travaillé avec la Chine. Et eux, il y a plein de choses que t'as pas le droit de montrer, genre le chiffre 4 qui voudrait dire la mort, il faut que t'évites de le montrer, les crânes, tout ce qui est ossement humain, t'évites aussi de le montrer. Le sexe, c'est interdit, le sexe n'existe pas, et les homosexuels n'existent surtout pas. Donc je sais que la Chine, c'est toujours d'actualité. La Corée du Sud, je pense que tout comme le Japon, en fait, comme c'est des cultures où l'homosexualité a jamais eu vraiment sa place dans les sociétés sud-coréennes et japonaises, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus accepté, mais pour le cinéma, etc., c'est pas des pays qui ont des grandes distributions cinématographiques. Pour avoir été au Japon en septembre dernier, je peux vous dire que quand j'ai parlé un petit peu de cinéma, en fait, je me suis rendu compte que le Japon, vraiment, c'est pas un pays de cinéma, et la Corée du Sud, on m'a confirmé que c'était aussi la même chose. C'est des pays où, en gros, tu vas voir les Avengers, la dernière comédie américaine de potage qui marche très bien, et ensuite, les cinémas sud-coréens et japonais, qui sont une industrie à part entière, et c'est ça véritablement qui marche. C'est pas tant le cinéma international où tu vas voir quoi, Disney et Avengers, quoi, c'est tout. Donc je pense qu'aujourd'hui ça a changé, mais en effet les représentations homosexuelles dans les sociétés asiatiques comme la Corée du Sud et le Japon, c'est quelque chose qui est moins tabou aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est quand même caché. C'est des sociétés où tout doit être parfait, on est sur un culte de la personne, de la beauté, de la perfection, où être homosexuel aujourd'hui c'est encore pas très bien accepté. Ça l'est plus qu'avant, mais on n'est pas encore sur une full acceptation, je crois. De toute façon le mariage homosexuel n'est même pas légal dans ces pays, donc il y a encore du progrès à faire. Autre polémique aussi qui sort pendant le film, c'est le parcours de Soo Kin-lee, donc l'actrice qui joue Sophia, qui en parallèle de ce film était animatrice d'une émission pour une radio canadienne, et je crois qu'elle était chanteuse aussi. Oui, elle est chanteuse, c'est une artiste plus qu'une journaliste en réalité, ouais. Elle a été DJ, elle a été chanteuse, elle joue de la guitare, enfin voilà, c'est une artiste plus qu'une journaliste, mais elle a fini son parcours en étant animatrice sur une émission de la CBC Radio One, une radio très connue au Canada, c'est l'équivalent de la BBC au Canada. Et en fait, à la sortie du film, elle a failli se faire virer, car imaginez avoir une animatrice qu'on voit nue en train de se masturber au cinéma, hors de question. Donc elle a failli être virée, mais heureusement en fait, elle a reçu le soutien déjà du public, de la presse et de nombreuses célébrités
comme Gus Van Sant, Julianne Moore, Francis Ford Coppola, Moby, entre autres, qui ont permis en fait de faire pression et de faire qu'elle maintienne son poste à la radio. Alors il y a eu plein de titres de presse putaclic pendant la sortie du film parce que voilà, c'est un film avec du sexe non simulé, donc ça a fait un peu de bruit, mais globalement, tu l'as dit tout à l'heure, la presse était assez positive sur le film, et il avait très bonne presse, et il était apprécié. Il avait ce côté un petit peu indé qui faisait que c'était pas trash, et du coup, je trouve ça d'autant plus étonnant que malgré la bonne presse, elle ait été menacée d'être virée. Ça aurait été un film vraiment à scandale qui fasse polémique. Je comprends que ça puisse poser question, je comprends pas que ça puisse qu'elle soit virée à cause de ça, attention, c'est pas ce que je dis, mais je peux comprendre qu'il y ait débat parce que ça peut peut-être nuire à l'image de la radio. Mais là, on parle d'un film qui, au contraire, a fait le Festival de Cannes, qui a eu une très bonne presse à l'international. Donc, je trouve que c'est d'autant plus incompréhensible qu'elle ait failli être virée de cette radio. On se dit que c'était en 2006 et que du coup, aujourd'hui, c'est bon, le film, on peut le trouver partout. Eh bien non, parce que je sais que même en 2024, le film a été soumis plusieurs fois à Amazon pour apparaître dans le catalogue d'Amazon Prime. Ils ont fait 5 demandes et Amazon a toujours refusé d'intégrer le film dans le catalogue car il y a trop de scènes sensibles, ce qui est un petit peu hypocrite, en tout cas c'est la critique que beaucoup de gens vont leur faire parce que par exemple sur Amazon, à un moment, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on pouvait trouver Nymphomaniac. Donc du Lars von Trier, c'est ok, par contre du short bus avec quand même des messages plutôt positifs, LGBTQ+, eh bien ça, on diffuse pas. Mais ça me rend malade, franchement, surtout quand tu vois Nymphomaniac, peut-être qu'on le fera pour un épisode du N'importe Qui, parce que je pense que c'est très intéressant d'analyser cette œuvre, mais Nymphomaniac, c'est tellement hardcore. C'est méga hardcore. C'est hardcore as fuck, et moi, il y a des propos que je valide comme des propos que je ne valide pas du tout dans Nymphomaniac et dans la représentation de la sexualité. Lars von Trier, c'est ok. Par contre, Short Bus, qui est très soft et qui est plein de bons sentiments, et ça se voit, tu vois le film, tu fais, mais c'est tellement doux, c'est tellement humain. Je fais, mais what the fuck, c'est dingue. Le monde est fou, le monde marche sur la tête. Et autre censure aussi qui a eu lieu, c'est sur YouTube cette fois-ci, où il y a une chaîne française sur le cinéma qui s'appelle Intercut, qui fait du vidéo d'analyse, qui avait sorti il y a quelques années une vidéo justement pour analyser Short Bus. Et en fait, elle a fait sauter sa chaîne. Cette chaîne existe toujours sur YouTube aujourd'hui, mais à l'époque, la vidéo a sauté et son compte a sauté avec tous ses abonnés, donc il avait tout perdu. Ce qui avait été assez étonnant, c'est que la vidéo, avant d'être mise en public sur YouTube, était en privé sur YouTube pendant 4 jours. YouTube n'avait vu aucun problème dessus, a priori elle n'aurait pas dû sauter, elle était même éligible à la monétisation, mais dès qu'elle est sortie, elle a été sautée, elle a fait sauter sa chaîne, donc aujourd'hui il a sa chaîne, je sais pas comment ça s'est réglé, mais je crois que la vidéo, j'ai essayé de la retrouver, mais j'arrive même pas à la retrouver sur sa chaîne, donc il a même pas pu la remettre par peur sûrement de reperdre son compte, c'est-à-dire que le film encore aujourd'hui crée pas mal de problèmes et fait encore l'objet de censure un petit peu à droite à gauche. Et je vais terminer avant qu'on passe au prochain point sur est-ce que des salons comme le Short Bus ont existé ? Et la réponse est oui, il y avait ce genre de salon qui existait, qui continue je pense même d'exister dans le New York des années 2000, même avant. Et en gros ce sont des salons où il peut y avoir de la sexualité, mais il n'y a pas forcément autant de sexualité que le salon qu'on peut voir dans le film. C'est-à-dire que c'est des salons où on se réunit pour parler d'art, de politique, de culture. Et c'est un peu des points de rencontre entre plein d'intellectuels, plein de gens qui viennent d'horizons et qui se retrouvent un petit peu en marge de la société, parce que l'appellation short bus, en fait, ça vient du fait que quand tu es enfant aux États-Unis et que tu vas à l'école, tu as ce qu'on appelle les school bus, les grands bus jaunes qu'on peut voir dans plein de films américains, et il y a ce qu'on appelle les short bus, qui sont des bus bien plus petits, qui sont réservés en fait pour des enfants qui avaient besoin d'une attention un petit peu particulière, comme par exemple des enfants qui sont handicapés, des enfants qui sont un peu surdoués, des enfants qui avaient peut-être une forme d'autisme quelle qu'elle soit, et qui devaient être dans des bus séparés qu'on appelait les short bus parce que ces élèves étaient moins nombreux. Donc même dans l'appellation, il y a cette notion de marginalité qui est très importante, un endroit où tous peuvent se retrouver, homosexuels, drague, gens qui se posent plein de questions sur la vie, la culture, la science, la politique, absolument tout, et qui se retrouvent dans un endroit en marge de la société qui ne les aurait pas forcément acceptés tels qu'ils sont, avec leurs questionnements et leur identité. Et on va passer au second point, notre petite analyse sur la place de la sexualité dans le film. Bah elle est soft, hein. Tu l'as dit plusieurs fois, mais c'est vrai que, en fait, ce qui est marrant avec ce film, c'est que ça commence très brut de décoffrage. Bite en gros plan, éjaculation, couples qui font 20 000 positions différentes. Ça peut faire peur, je comprends. Et en fait, à la fin du film, limite, on a oublié le sexe. Déjà parce qu'il n'est pas tant présent que ça, qu'on n'est pas sur un film... on est sur un film explicite, mais on n'est pas sur des gros plans, c'est pas un film porno. En fait, tu sors du film, t'as presque oublié qu'il y avait du cul, parce que t'es tellement prise dans l'histoire et l'avancée des personnages
que le sexe en fait fait partie de leur vie, mais comme elle fait partie de la nôtre, enfin voilà, elle a sa place, mais elle n'est pas omniprésente. Mais c'est pas pour autant le centre du film, malgré le fait, enfin tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est le centre du film, mais pour servir en fait un développement des personnages qui va beaucoup plus loin et qui est sur des thèmes beaucoup plus universels. En fait, ça qui est super intéressant avec Short Bus et je pense qui déstabilise, c'est qu'habituellement dans le cinéma, le sexe et la passion. Déjà, le sexe va être caché, mais ça va être le point de « je t'aime », on va concrétiser notre amour. Voilà, c'est quelque chose qui est très passionné. Et je trouve que c'est rare au cinéma, le sexe qui est montré comme peut-être annonciateur d'un mal-être, peut-être reflétant quelque chose, une envie, une frustration. On en a un petit peu par exemple dans Love de Gaspard Noé, je trouve qu'on a beaucoup ça, où le sexe est filmé pour montrer aussi la passion. Par contre, c'est un sexe vraiment de passion, parce qu'on va suivre dans... Bon, on a fait toute une émission sur Love avec Julie de 2 heures de perdu, donc n'hésitez pas à l'écouter, je crois qu'elle dure 2h30, mais au moins elle est très complète. Mais en effet, on avait relevé que justement dans Love, on était sur un couple qui s'auto-détruisait, qui se faisait du mal l'un à l'autre, et qui avait vraiment le sexe qui faisait office d'amour et de passion. Et là, je trouve que justement, le sexe est là pour refléter tous les problèmes qu'ont les personnages dans leur vie. Que ce soit des problèmes de couple avec Sophia et Rob, Sophia qui n'arrive pas à avoir d'orgasme, peut-être parce qu'elle n'a pas d'amour pour ce personnage, enfin pour son mari, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça va refléter en gros tous les problèmes un petit peu existentiels et de dépression que peut rencontrer James, qui va même finir par essayer de mourir et qui se filme pourtant en train de faire du sexe, en train de se faire plaisir à lui-même. C'est très particulier. Ça va refléter aussi tout le mal-être de Séverine qui est là à donner du plaisir aux autres alors qu'elle trouve aucun plaisir à faire ça. Je trouve que le sexe n'est pas le sujet central du film. En fait, c'est ça qui m'a surprise, c'est que je connaissais sa réputation entre grosses guillemets sulfureuse de « oh mon Dieu, c'est un film, il y a du sexe dans tous les sens, etc. etc. » Mais en fait, le sexe, c'est pas le propos du film. Le sexe, c'est juste là pour cristalliser un problème qu'ont les personnages, et quand t'as un problème dans la vie, c'est très con, mais ta sexualité, elle va pas bien. Tu vas avoir un problème de sexualité, où parfois, la sexualité va te faire rendre compte de choses. Mais en tout cas, à part si vous êtes asexuel, parce qu'il faut pas non plus dire que le sexe est la solution à tout, je suis pas là pour dire ça, mais je pense que, encore une fois, votre vie sexuelle est un peu un bon thermomètre de comment ça va dans votre vie, même si vous n'avez pas forcément de partenaire. Mais tu vois, c'est un truc, et là je vais rentrer dans une part intime de ma vie, mais il y a un moment où je pensais être un peu très très fortement en dépression, que j'étais pas très très bien dans ma vie, etc. Et j'en parlais avec mon partenaire, qui me disait, bah regarde, moi je sais que t'es pas en dépression, et ce qui me montre, c'est que voilà, t'as une vie sexuelle, t'as envie de faire plein de trucs, et le sexe ça va bien. Il me dit, tant que le sexe ça va bien, c'est que normalement dans ta vie ça va pas trop mal, et que t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Si vraiment t'étais en dépression, t'aurais même plus envie de cul, t'aurais plus envie de rien. Et en vrai, j'avais fait des recherches là-dessus et je me suis rendu compte que c'est pas forcément faux. J'en avais parlé avec ma psy, etc. Et en effet, je m'étais rendu compte que, ouais, finalement, j'ai toujours... En fait, pour moi, le sexe, c'est un peu synonyme d'avoir envie de vivre, d'avoir envie d'explorer, etc. Et que, justement, ce film le montre vraiment très bien. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée dans ce film, c'est que juste... Le sexe, c'est la vie d'une certaine manière. À part si vous êtes asexuel, encore une fois, je veux pas vous mettre dans une case. Mais le sexe, c'est la vie, c'est l'envie de vivre. Et tu vois, même le personnage de James qui est dépressif, c'est le sexe qui le fait revivre d'une certaine manière. Oui. Donc en fait, je trouve ça beau de montrer que le sexe, c'est pas juste la passion de deux êtres dans un film qui est érotique, ou en mode « ah, on s'aime ». C'est aussi dire, le sexe, c'est représentatif de ta vie, de ce qui va pas, et de ce qui peut aller mieux aussi. Et ça peut être un bon indicateur de comment t'en sortir. Donc c'est pour ça que je trouve ce film extrêmement bien écrit. Je suis surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je me souviens pas avoir vu ça dans une autre œuvre cinématographique de manière aussi frontale et aussi intelligente. En plus, je trouve que la sexualité dans ce film, elle est aussi au service d'un message, entre guillemets. C'est pas forcément un film qui est là pour vous faire la morale du tout, mais qui juste raconte l'histoire de ces personnages. Mais il y a quand même aussi quelque chose de très pro-LGBTQ+, qui va remettre beaucoup en question l'hétérosexualité. Parce qu'en fait, on n'a pas un seul couple hétéro qui va bien dans ce film. Le seul couple hétéro qu'on a, c'est Sophia et Rob. Ça se passe très mal. Rob, on le voit à plusieurs reprises quand même regarder et mater au short bus des couples homos, des couples bi, des couples lesbiens. Donc en fait, on est sur, au contraire, des personnages qui vont plus aller de l'hétérosexualité vers une orientation plus libre de la sexualité. Et c'est pareil, en fait, l'orgasme, comment est-ce qu'elle atteint l'orgasme, Sophia ? Alors je dis pas que c'est ça exclusivement qui fait qu'elle a un orgasme avec une femme et un homme, mais c'est tout le chemin qu'elle a parcouru jusque-là qui a pu lui permettre de lâcher prise et de prendre vraiment du plaisir et d'atteindre cet orgasme. Mais il y a quand même un peu un message sur déconstruire un petit peu le couple classique hétérosexuel
Et ça fait du bien en fait de voir aussi tout ça, sans pour autant être un film qui va vous faire la morale et vous dire regardez, arrêtez l'hétérosexualité. Enfin, c'est pas forcément ça qu'il veut dire, mais au contraire, pour une fois, on a aussi un film qui montre des couples gays vraiment faire l'amour, mais pour un film grand public qui s'adresse à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, et c'est totalement différent aussi de la démarche que faisait par exemple Love de Gaspard Noé, que tu as très bien décrite, voilà, lui c'est la passion, c'est vraiment le sexe, un peu pour le sexe aussi dans ce film-là, alors que là pas du tout, on est vraiment le sexe parce qu'elle fait partie de la vie, de la construction des personnages, et c'est ce qui est beau dans ce film, quoi. C'est que c'est le sexe fait partie de la vie des persos, mais en fait c'est pas que ça. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est aussi la représentation de la diversité des genres. C'est un réalisateur homosexuel, déjà ne va pas filmer un couple lesbien qui va faire l'amour de la même manière, c'est-à-dire que la scène entre Séverine et Sofia, elles vont être toutes les deux habillées, il va pas y avoir de gros plans sur les parties, je crois que tu vois même pas un sein, c'est te dire. Donc je trouve ça cool en fait de pas juste faire comme beaucoup d'autres films américains, c'est-à-dire érotiser deux femmes qui se touchent, gros plans sur le doigt qui descend sur l'épaule duveteuse comme de la pêche, tu vois, t'es en mode... Oh. Là, ça fait du bien de juste dire, c'est des gens. Et je pense que moi qui ai eu des relations homosexuelles dans ma vie, ça ressemblait à peu près à ça. Vraiment, en fait, c'est un truc que je reconnais beaucoup dans ce film, c'est... Je me suis reconnue dans beaucoup de scènes sexuelles, entre guillemets, que ce soit par exemple la première scène d'ouverture où t'essaies des positions, ça foire un peu, t'as envie un peu de level up d'une certaine manière ta sexualité, mais ça marche pas comme tu veux, c'est un peu n'importe quoi finalement, tu fais mais pourquoi j'ai fait ça? Même la scène lesbienne, je me suis un peu reconnue dedans en mode, pour une fois que c'est pas érotique, oui, merci beaucoup, merci de pas me voir comme une créature de rêve qui est là pour exciter un regard masculin, entre guillemets. Et même la sexualité gay, c'est tellement rare dans un film qui est une sexualité gay, tu vois. Moi, j'ai essayé de retracer, j'ai pensé à Brokeback Mountain, et même ça, je suis pas sûre. Je crois que les scènes sexuelles sont hyper éclipsées, que tout reste vraiment dans le domaine du cachet. Après, c'est aussi le sujet du film, donc pourquoi pas. Mais je me souviens de très très peu de films gays où il y a ce genre de choses. Même le film Call Me By Your Name, il n'y a pas ce genre de choses. Enfin, c'est dingue. Je trouve ça dingue, en fait, de montrer aussi frontalement une sexualité homosexuelle sans l'érotiser as fuck et en la montrant dans tout ce qu'elle peut avoir de plus normal, en fait. Enfin, de normal. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas homosexuel. Mais en tout cas, qui a l'air vraiment naturel. Faudrait que je demande un peu l'avis de mes copains gays. Et justement, le choix de ces sexualités qui sont montrées brutes de décoffrage, parce qu'on ne le répétera jamais assez, mais ce film montre des scènes de sexe non simulées. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est une véritable libération de l'image sexuelle ou est-ce que c'est un porno déguisé ? Et finalement, qu'est-ce qui rend le porno ? Déjà, en fait, le réalisateur répond un petit peu à cette question, parce que forcément, c'est un petit peu les questions que lui opposaient les journalistes à la sortie du film. Déjà, j'aime bien parce qu'il dit qu'il aime bien la pornographie, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un qui va complètement être fermé là-dessus, ce qui aurait été étonnant venant d'une personne quand même, venant d'un milieu artistique assez ouvert. Ça aurait été étonnant qu'il soit aussi fermé à la pornographie. Par contre, il dit que son film, non, n'est pas pornographique, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, l'intention qu'il met derrière n'est pas d'exciter les gens. Lui, c'est comme ça qu'il va définir de la pornographie, c'est un film qui est... Alors, je suis pas forcément d'accord, mais il dit que la pornographie, c'est un film qui est dépourvu d'intention artistique, puisque le seul but, c'est d'exciter. Je pense que nous, on a déjà analysé des trucs pornographiques qui sont assez esthétiques et artistiques, notamment le studio Four Chambers. Donc, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Après, on parle d'une interview qui date de 2006. Four Chambers n'existait pas en 2006. On était plutôt sur le porno des débuts de l'Internet déjà bien installé, du gonzo qui dominait toujours le marché. Donc effectivement, là, on peut parler de porno dépourvu d'intention artistique. Pour lui, il n'y a pas d'intention d'exciter derrière son film. Donc, c'est pour ça que c'est pas un film porno. Mais déjà, juste en termes de montage, en fait. Parce que certes, il y a des scènes de sexe non simulées, mais pourquoi c'est pas pornographique ? Parce qu'en fait, ils s'attardent pas dessus. Parce que les scènes de sexe durent jamais très longtemps. Elles sont coupées assez rapidement pour enchaîner les plans différents, donc t'as pas le temps de t'exciter. C'est ça aussi qui fait un porno, c'est quand t'as un plan qui dure 5 minutes sur une pénétration, c'est peut-être ça qui va t'exciter. Et quand t'as un montage très rapide sur les scènes de sexe, simulées ou pas simulées, c'est trop rapide pour s'exciter dessus, parce que c'est pas le but de toute manière. Je suis 100% d'accord avec toi concernant en tout cas le fait qu'un porno ne peut pas être artistique, mais on l'a déjà évoqué, c'est une question qu'on a déjà abordée plusieurs fois dans l'émission. Qu'est-ce qui rend le porno porno ? Pour moi, c'est une question d'image et d'intention de jouir. Je crois que c'est même toi qui l'avais dit dans une émission pour la première fois, c'était le but c'est de se masturber, le but c'est de se faire plaisir, c'est de jouir et c'est d'exciter la personne. Et là, rien dans Shortbus. Si vous arrivez à vous masturber sur Shortbus, je me pose des questions, quoi. Franchement, c'est un film qui est pas du tout là pour vous exciter, c'est un film qui vous raconte des personnages
Après, il y a ce choix, en effet, de choisir de ne pas simuler les scènes de sexe. Et le réalisateur va aussi répondre en disant que dans le temps ancien du cinéma que j'ai pu par exemple citer en chronique, c'est-à-dire Hitchcock, on avait des métaphores sur la sexualité et quand vous voulez montrer en fait le sexe de manière réalistique, en fait ça ne peut être que des métaphores et ça ne reflète pas du tout du coup vos personnages. C'est impossible que des métaphores reflètent vos personnages quand vous voulez parler de sexualité. Et que la manière dont les gens s'expriment sexuellement vous disent tellement sur ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'ils voulaient essayer de capturer, en tout cas en faisant le film. C'était pas juste de faire semblant, c'était pas dans un jeu d'acteurs. Et comme tu l'as très bien évoqué, Mina, quand tu l'as cité, c'est que les acteurs et les actrices hollywoodiens n'ont pas de sexualité, parce que on ne la montre pas, parce qu'il ne faut pas le montrer, parce que ce n'est pas bien de montrer le sexe. Et que pour lui, l'intention, en tant que réalisateur, c'était de montrer qu'est-ce que la sexualité et comment est-ce qu'on va montrer des personnages à travers la sexualité. Ce que fait très bien Short Bus, parce que justement, comme je l'avais dit plus tôt, c'est vraiment cette scène d'ouverture de 5 minutes de sexualité brute de décoffrage qui va vous montrer toutes les problématiques du film, toute la manière dont les personnages se comportent, toute leur tristesse, toute leur frustration, tout leur plaisir. C'est à ce moment-là que vous allez les voir vrais. Et c'est pour ça que c'est important de montrer un vrai sexe sans forcément en faire un porno. Et j'aimerais bien, je sais pas, est-ce qu'on a d'autres exemples de ce genre de film, Mina? Je suis en train de me dire, j'ai pas l'impression. De quel style tu veux dire? D'un sexe non simulé. Bah on les a déjà évoqués, hein, Love, mais on a déjà parlé de ce film. Attends, on va regarder. Allez, Internet. Bienvenue dans les backstage de n'importe qui. Où parfois on se pose des questions en cours d'émission. Et on sait pas, peut-être qu'on va trouver. Attends, film, sexe non simulé. Mais je trouve que ça va beaucoup de Lars von Trier. Ah bah tu m'étonnes, Nymphomaniac forcément. Antichrist, il y a aussi Antichrist, je me souviens qu'il y a la scène d'ouverture d'Antichrist qui est un rapport sexuel entre Charlotte Gainsbourg et son partenaire de jeu, j'ai oublié qui est l'acteur qui joue avec elle. Bah c'est Willem Dafoe. Oh, je l'aime. Et justement, j'aime beaucoup Willem Dafoe. J'ai un king sur Willem Dafoe, je ne pourrais pas l'expliquer. Et je me souviens que la scène est filmée de très très près. Et je ne sais pas si c'est une scène qui est vraiment non simulée. Alors, technique et style, je m'en fiche. Polémique. Scène où se côtoient sexe et mutilation. Ouais, c'est vrai qu'il est hardcore le film. Je vous recommande pas forcément Antichrist parce qu'il est vraiment hardcore si jamais vous êtes toujours là. Ah, réalisé par des acteurs pornographiques, donc c'est pas les acteurs officiels, c'est des doubleurs, ce qui est souvent le cas. Charlotte et William, on vous a cramé. Mais c'est le cas pour plein d'autres films. Par exemple, le film de Tinto Brass, tu sais, qu'on a déjà évoqué sur Caligula. Mm-hmm. C'est pareil, en fait. C'est des scènes doublées par des acteurs et des actrices pornographiques. Donc, en fait, c'est assez rare, c'est vrai, d'avoir des vrais acteurs principaux du film qui s'investissent eux-mêmes dans l'acte sexuel. C'est super rare et c'est d'autant plus stupide parce que souvent ce qui se passe c'est que vous avez des plans doublures, entre guillemets, qui vont être les plans sulfureux, et vous avez des plans visage sur des acteurs qui finalement simulent comme pas possible. Et c'est ça qui est beau aussi dans Short Bus, c'est que tu dis que, ok, pour moi, la caméra a toujours une importance. C'est-à-dire que quand tu sais qu'il y a une caméra, tu ne peux pas te comporter de manière 100% naturelle. Ça, c'est mon avis. Ça ne regarde que ce qui se passe dans la tête des gens, en fait. Tu peux pas avoir, la garantie qui est 100% d'authenticité dans ce que tu filmes à partir du moment où il y a une caméra et que tu as conscience qu'il y a une troisième personne qui te regarde, et cette troisième personne, c'est la caméra. Mais c'est vrai que dans Short Bus, en fait, il y a un moment où, par exemple, les scènes d'orgie, je les trouve très intéressantes parce que quand t'es en orgie, t'es tellement à fond et t'es tellement, avec plein de gens, et la caméra de Short Bus ne filme pas des personnages en gros plan, quelques-uns, mais pas énormément, que finalement, je me dis que cette scène d'orgie, pour moi, elle est vraie, dans la mesure où, en fait, comme c'est souvent des vues d'ensemble, tu t'attardes pas trop sur la caméra parce que vous êtes tellement nombreux que tu peux pas avoir la garantie que la caméra te regarde toi, Pour les scènes de sexe, après, encore une fois, il y a toujours cette part où je me dis, voilà, tu sais qu'il y a une caméra dans la pièce, tu vas pas forcément te comporter de manière 100% naturelle, mais au moins t'essayes de retranscrire une certaine authenticité que t'es en train de vivre là, à l'instant présent. Et c'est ça aussi qui rend ce film beau, c'est que t'as vraiment tout ce mal-être qui ressort pendant le sexe qui est non simulé. Et je trouve que la performance d'acteur est d'autant plus intéressante que t'es censé représenter, en tant qu'acteur ou actrice, un mal-être, une frustration, une dépression pendant l'acte sexuel. C'est super intéressant en fait comme manière de ressentir les choses. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité, Short Bus? Ça ne m'a pas excité, non. En revanche, j'ai adoré ce film. Je regrette de ne pas l'avoir vu avant parce que je trouve qu'il est bouleversant, en fait. Au-delà des scènes de sexe qui sont très appréciables pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, c'est un film qui est très touchant, qui est bien réalisé, qui est bien écrit, qui est même avec son petit côté indé un peu underground, qui est joli à regarder. Je trouve les acteurs formidables, pour des acteurs amateurs quand même. La performance est incroyable. J'ai pleuré à la fin. Voilà, je trouve que c'est un film qui est
profondément très très émouvant, très très triste et très très beau à la fois. Donc c'est vraiment un des films sur le sexe que je recommanderais au plus grand nombre possible. Si vous avez le temps de le regarder, faites-le parce que c'est un très beau film qui mérite le coup d'œil. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité ? Non, pas du tout. Et en fait, j'avais vraiment une idée tellement préconçue de Short Bus comme le film très sexuel, très érotique, qu'en fait, je me suis pris dans la gueule que c'était un film un peu dépressif. Enfin, pas dépressif, je dis pas ça méchamment, mais très humain et en fait très axé sur le mal-être des personnages, avec pas tant de sexe que ça. J'ai commencé à compter le sexe, en fait, j'ai arrêté parce que j'étais à fond dans le film, mais il n'y a pas tant de sexe que ça dans le film. Je pense que ça représente même pas un quart du film, très clairement, les scènes de sexe. Et j'ai trouvé ça très beau. Moi aussi, j'ai chialé ma race. J'étais en mode, tu le dis pendant l'émission, je le dis pas, je sais pas. Et en fait, si, je vais le dire, j'ai chialé ma race. Et c'est un film très beau, je suis d'accord avec toi. C'est pour une fois, la sexualité est bien représentée. La sexualité homosexuelle est très bien représentée. Et je trouve ça trop cool. Et clairement, ouais, c'est un film, je me suis pris une claque dans la gueule parce que je m'attendais pas à voir ça et je m'attendais pas, en fait, à ce que le sexe soit lié aussi fort au sentiment, peut-être pas forcément négatif, mais en tout cas à l'émotion humaine, à la représentation humaine et à la cristallisation de plein de problèmes et plein de frustrations. Et ça m'a un peu foutu une patate de forain, mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop beau, et non, pour moi il n'y a aucun moyen de s'exciter sur Short Bus, tellement t'es en fait à fond avec tes personnages et t'as envie de suivre leur histoire et t'as pas envie d'être là pour te toucher la nouille, quoi. Donc très original dans sa manière de montrer la sexualité, très osé aussi, parce que quand même on a une scène d'autofellation, vraiment, quand on a commencé par ça, et que vraiment le film s'ouvre limite sur une scène d'autofellation, tu fais waouh, où est-ce que je mets les pieds ? Et ensuite tu comprends. Et c'est très malin, c'est très intelligent, et je regrette comme toi de ne pas l'avoir vu plus tôt, et j'espère qu'il y aura d'autres films comme ça qui seront dans les décennies à venir, parce que c'est putain d'important de bien filmer la sexualité, et de ne pas l'exclure quand vous parlez d'humain, et quand vous parlez de problèmes de sexualité humaine. Montrer la sexualité telle qu'elle est, en tout cas aussi authentique qu'elle peut l'être. Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de voir Short Bus. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un petit euro ou deux sur notre page Tipeee. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on dit pas dans 2 semaines à Mina parce qu'elle part aux États-Unis. Donc Mina, on se dit à dans un mois environ, à peu près. J'espère que tu vas très fort profiter de ton voyage aux States. Mais on se retrouvera avec une autre personne qui sera là pour m'aider à animer l'émission. Donc nous, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.